L'État n'a plus d'argent, même pire, selon certains, il serait endetté. Donc vous comprenez bien, dans ces conditions, qu'on ne peut pas donner d'argent aux pauvres, qu'on ne peut pas réouvrir des lits d'hôpitaux et qu'on ne peut pas faire la transition écologique dont on a tous besoin. Il n'y a rien à faire qu'attendre et heureusement, le gouvernement est là pour précipiter les choses et aller chercher l'argent exactement là où il se trouve. Et comment? En réprimant les voyous qui nous privent d'un avenir désirable. En 5 ans, la CAF leur a versé plus de 400 000 €. Ah, ces criminels, ils nous dégoûtent quand même, hein. Bon, après, il ne faut pas oublier que tu as énormément de personnes qui sont éligibles au RSA et à la SMU et qui revendiquent même pas leurs droits parce qu'ils sont pas au courant, parce que tu n'as pas de pub à la télé pour ça. Et du coup, tu te retrouves avec des petits jeunes très confiants qui vont à l'hôpital avec une appendicite et qui se retrouvent avec une facture à 300 balles. Enfin, c'est assez précis, mais c'est au pif que je dis ça, évidemment. Mais aujourd'hui, évidemment, vous nous connaissez, on va parler de ces gens qui volent, ces vrais voyous, mais qui ne méritent pas, selon certains, l'arrivée des gendarmes. Ces gens qui nous privent de beaucoup de choses, ces gens qui pillent littéralement l'État. On va parler de ceux qui mériteraient d'égiter encore une exposition médiatique constante. Bon, on va prendre des exemples concrets pour être très bien, et à la fin, on fera une conclusion qui va vous épater avec vraiment un finish incroyable dont personne ne s'attend. Premier exemple, c'est ce qu'on appelle les Kumkum Files. Il s'agit d'une fraude dévoilée par des universitaires en 2018, mais qui a été récemment réévaluée par un consortium de journaleux international. C'est pas 55, mais 150 milliards d'euros qui n'ont pas rempli les caisses de l'État. Pourquoi Kumkum File ? Cum, ça vient du latin, ça veut dire avec, et ça consiste à transférer très vite une action entre deux traders. L'intégralité de cette fraude a donc consisté à un jeu de passe-passe où les traders possédant, par exemple des actions chez Sanofi ou Total, recevaient les très juteuses dividendes et transféraient quasi instantanément leurs actions au Qatar ou dans d'autres monarchies avec du pétrole. Où évidemment, grâce à une niche fiscale, les transactions financières ne sont pas taxées. Et donc la grande question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette niche fiscale qui permet de détourner 30 milliards d'euros en 20 ans? Eh bien pour les mêmes raisons que le Qatar a son ambassade aux Champs-Élysées et qu'ils peuvent acheter tout et n'importe quoi en France, parce qu'il y a une soumission diplomatique totale, quoi. La France se fait littéralement acheter par plein de pays, et notamment les pires. Ça pose pas de soucis. Après, il y a Messi et Neymar, mais ça fait quand même cher les stars qui auraient dû rester au Barça. Non, parce que franchement, Messi, il est pas au niveau quand même. Et au-delà de ce qu'on a appelé le Cum-Cum, tu as aussi le Cum-Ex. En gros, ça consiste à profiter du fait que l'État est censé te rembourser une taxe lorsque tu achètes une action à l'étranger. Et du coup, la technique, c'est de demander le remboursement sans acheter l'action. Et du coup, les cocaïnomanes de la bourse, ils reçoivent juste de l'argent de l'État, alors que ça correspond à rien du tout, c'est juste un chèque gratuit. Alors évidemment, c'est interdit, mais t'as pas vraiment de policiers financiers pour réguler tout ça. Mais surtout, c'est pas les 18 magistrats du parquet national financier qui vont régler quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il nous faut pour comprendre qu'il y a vraiment une délinquance des banques? Nous avons vu Royal Bank of Scotland être secouru à hauteur de 40 milliards de livres. On les a retrouvés dans les Panama Papers en train d'organiser l'évasion fiscale des riches anglais. On a vu Bankia en Espagne piller les épargnants. Ils prennent l'épargne des paysans, des infirmiers, des enseignants. Ce sont des actes criminels décidés froidement. Là, Eva Joly, elle moralise le problème, c'est ce qu'elle fait tout le temps, elle moralise le problème et surtout elle chante les louanges de l'Europe. Alors que non, c'est pas des escrocs comme on l'imagine, en fait c'est juste le fonctionnement normal des banques dans l'Union européenne. Les mêmes banques qu'on avait d'ailleurs dû sauver en 2008 parce qu'elles avaient trop spéculé. En fait, ça rejoint un peu le mythe très faux de Kerviel, comme quoi ce serait un individu qui fait toutes les délires et toutes les conneries. En fait, non, c'est vraiment de la bêtise. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Kerviel, c'était l'un des premiers à avoir dénoncé ce système-là des cum-ex. Pour faire simple, en fait, les banques proposent ce type de fraude comme un boulanger propose son pain. C'est juste un produit qu'elles proposent aux clients. Évidemment, c'est des clients qui ont du pognon, évidemment. Et aussi le fait que les boulangers ils vendent du pain et les banquiers ça, et que du coup on perd des milliards à cause des banquiers, et que ces banquiers-là, ils sont pas au coin de la rue, mais ils sont dans les tours immenses de la Défense, ce qui fait pas mal de différence quand même. Hein. Second exemple que vous avez entendu parler, parce que les médias se sont excités sur cette question pendant 3 jours, c'est les Pandora Papers. Et le plus surprenant aujourd'hui, c'est pas forcément qu'il y a un scandale avec plein de détournements de pognon, non, c'est que ce genre de scandale, ça arrive tous les 6 mois, et que les puissants, ils constatent qu'ils se font piller, et ils ne font rien. Tu vois, il y a des milliards et des milliards qui s'évaporent, pas de réaction. Et même pire, le Conseil d'État européen a profité du scandale pour enlever quelques pays de leur liste noire des paradis fiscaux. Imaginez la scène. Tous les ministres des Finances européens se réunissent 2 jours après l'un des pires scandales d'évasion fiscale de l'histoire. Et ils ne trouvent rien de mieux à faire que de retirer 3 États de cette liste déjà quasi vide, dont les Seychelles qui sont pourtant au cœur des Pandora Papers.
Je crois qu'on peut le dire, l'Union européenne est définitivement championne du foutage de gueule. Les Pandora sont des fuites gardées au chaud par des consortiums de journalistes issus de 14 cabinets d'avocats et qui représentent 2 fois plus de documents que les Panama Papers qui provenaient d'un seul cabinet. Ce qui est révélé par les Pandora Papers ne représente pourtant que quelques milliards de fraudes. Une goutte d'eau dans les quelques 10 000 milliards d'euros placés dans les comptes offshore. Et ce chiffre, c'est seulement pour les pays qui ont accepté de collaborer avec l'OCDE pour une enquête. T'imagines, toi ? Macron, il est capable de rendre miséreux des millions de personnes avec la réforme chômage pour espérer économiser des clopinettes. Mais face à un tel pillage, il n'y a aucune réaction. Côté média, l'angle qui a été pris, qui est forcément un angle très réfléchi de personnes qui ont fait des écoles et tout ça, qui gagnent beaucoup d'argent, l'angle qui a été choisi, c'était de prendre des noms au pif de ces Pandora Papers et de les balancer à la plaie pour que tout le monde se foute de leur gueule. Ça me rappelle une histoire, je sais pas laquelle. En fait, ils parlent de l'évasion fiscale comme un acte moral et ils vont pas plus loin que ça. Alors que c'est putain de débile, parce que si tu as des milliards qui échappent à l'État, que ça arrive tous les 6 mois avec des scandales, etc., c'est que tu as un problème systémique. Et c'est le droit qui rend possible l'évasion fiscale de masse. C'est donc qu'il y a des conclusions politiques à tirer de tout ça. Mais non, on préfère se moquer des starlets, des rois, des pilleurs d'art, ou des oligarques russes, bien sûr. Bah oui, les Russes, forcément, parce que les autres, ils ont les moyens de mettre leur argent hors de portée des pattes des petits journalistes. Alors, évidemment, ce genre de révélation reste bien en deçà de la fraude réelle. Et il y a même d'autres affaires, notamment celle de Bettencourt, qui montrent que lorsque les riches ne payent même pas d'impôts et que tout le monde le sait, ça ne pose aucun problème. La fraude est alors officialisée, et ce qui devrait rester dans le domaine du scandale devient normal. Et si on prend en compte toutes ces données, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui merde, et ce truc qui merde, c'est qu'il y a en fait une espèce de pillage en bande organisée contre laquelle il n'y a aucune justice qui s'oppose. Mais évidemment, qu'on s'y trompe pas, cette bande organisée, c'est surtout des banques qui organisent ça, c'est pas des petits bonhommes qui font du rap à Marseille. Tu as même des cabinets d'avocats. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils passent leur journée à construire des sociétés écrans au Panama, de machin, de mon cul truc, pour essayer de concrètement profiter des paradis fiscaux et faire en sorte que les banques aient encore plus de clients c'est ça leur boulot, quoi. Il y a par exemple le cabinet Alcogal, fondé par un ancien ambassadeur états-unien qui a créé 4000 sociétés offshore à la demande de la banque Morgan Stanley dans le Dakota du Sud. Aux États-Unis, tu as 2 particularités fiscales qui sont assez marquantes dans le pays. La première, c'est que déjà, vu que c'est un État fédéral, les États entre eux, à l'intérieur du pays, ils se font la concurrence, tu sais, comme avec le Dakota ou ce genre de choses, où tu as tous les milliardaires qui se retrouvent. Et deuxièmement, ils ont ce qu'on appelle l'impôt universel. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un streamer qui va à Malte et qui est états-unien, il est obligé de payer la différence de ce qu'il doit aux États-Unis, ce qui fait qu'en fait, la fraude, elle n'est pas trop possible. Enfin, c'est un exemple au hasard, mais c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait mettre en France et ce qui pourrait éviter pas mal de dramas. En fait, l'enjeu, c'est un peu de contrôler les flux de capitaux, c'est de contrôler le pognon. Et on pourrait décider de plein de trucs assez cool, notamment au niveau international, pour faire en sorte que les capitaux ne fuient plus des pays en développement qui sont un peu colonisés par d'autres pays pour de l'uranium ou ce genre de choses. Mais pour ça, par contre, il y a un prix à payer. C'est sortir de l'Union européenne, en tout cas sortir des traités, ça dépend où tu te places, et surtout sortir de l'hégémonie du dollar, et ça, ça va être... non, mais t'imagines, sortir de... Non, enfin, je veux dire, c'est pas... T'imagines ? Non, moi je m'imagine pas en dehors de l'Union européenne, évidemment. Pour finir, ce qui est marrant avec les Pandora Papers, c'est que ces documents n'ont bien évidemment jamais été mis à disposition du public. À la différence de Wikileaks, les données sont bien protégées dans les casiers des journaleux, dont le salaire est versé par des milliardaires. Aucune donnée n'a même été donnée aux États concernés. Ils ont même refusé de collaborer avec le parquet national financier. Les Pandora Papers, c'est donc juste une fausse fuite qui va rien donner et qui va donner aucune suite. Et c'est dans ce genre de moment que tu te rends compte pourquoi est-ce que Julian Assange était si important et pourquoi est-ce qu'il est emprisonné depuis plus de 10 ans. Donc, qui pille l'État au final? Concrètement, mathématiquement, matériellement, tout ce que tu veux en ment, c'est le clear. Vous pourrez tous dire j'y étais, les gars. Merci les gars pour tout le soutien. Non, attends, non, c'est pas ça. Non, c'est... Ah non, pardon. J'ai confondu l'Oclear avec l'oligarchie française. Donc pourquoi est-ce que le pouvoir cherche plutôt à taper sur le doigt des pauvres plutôt qu'à aller chercher l'argent où il se trouve? Donc il y a une réponse simple et elle est très vertueuse parce qu'elle est très simple et du coup il ne faut pas l'oublier, hein, c'est de dire en gros que vu que Macron est élu par les très grosses fortunes, forcément il ne va pas piquer le pognon des très grosses fortunes. Mais c'est pas tout à fait exact, on peut aller un petit peu en subtilité comme on aime bien faire ici, et pour vraiment se concentrer, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour nous expliquer ça. Il va nous expliquer un peu tout ce qu'il y a derrière les privatisations. Alors, on ne parle pas forcément de la privatisation des gros groupes ou tout ça, quoique c'est important, on va surtout parler d'une privatisation qui
On l'oublie souvent et pourtant c'est peut-être l'une des plus importantes, une des plus scandaleuses, c'est la privatisation du système bancaire français. On va raconter donc une histoire et pour ça on va s'appuyer sur un bouquin qui s'appelle La Caste de Laurent Mauduit qui est aussi journaliste à Mediapart. Au début des années 2000, les caisses d'épargne étaient un établissement public qui disposait d'un monopole sur la distribution du livret A, qui représente aujourd'hui en France plus de 360 milliards d'euros. Avec ce placement public, l'épargne populaire était rémunérée et des logements sociaux étaient construits. La caisse d'épargne appartenait à la caisse des dépôts et des consignations, le tout étant public. Sauf que nos deux néolibéraux vont faire ce qu'on appelle un énorme hold-up. Et l'un de ces fonctionnaires, c'est Mathieu Pigasse, ancien traître du PS au gouvernement Jospin, auprès de Fabius, et pantouflé depuis la fin de l'alternance dans la banque Lazare. Après quelques mensonges à la commission de déontologie, il devient conseiller à la banque de dépôt. Les deux fonctionnaires vont réaliser une fusion entre la caisse d'épargne et la banque populaire en créant Natixis. Une banque privée d'investissement spécialisée dans les actifs risqués de la finance états-unienne. Et du coup, comment il va faire ça, Pigasse? En fait, il va être dans un rôle assez particulier d'agent triple, puisqu'il est conseiller pour la banque Lazare, pour la caisse des dépôts, et il va s'occuper du dossier des caisses d'épargne. Et du coup, il a son nez partout, et il va pouvoir comploter les uns contre les autres pour arriver à sa fin, c'est-à-dire à la privatisation des caisses d'épargne. Et normalement, un type comme ça, il est accusé de trahison. Mais en fait, il va pas l'être parce qu'il se faisait aussi passer pour agent double par rapport à la caisse des dépôts. C'est un bordel sans nom, c'est un film d'espionnage, et si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous recommande le bouquin. Et c'est comme ça que Pigasse va gagner ses premiers centaines de millions d'euros. Ensuite, il va devenir milliardaire, il va acheter de la presse, notamment Les Arocs et Le Monde, et il va se faire passer pour le milliardaire cool et branché qu'il est, et il a dû inspirer aussi le rôle du bourgeois cool dans le livre Histoire de Tapetis de Bégodeau. La banque Natixis finira par sombrer avec la crise des subprimes, auxquelles ils ont largement participé, jusqu'à en être un acteur de l'importation en France de ce bordel états-unien. Se rajoute à ça la spéculation sur les matières premières comme la nourriture, qui a affamé des milliers voire des millions de personnes. Et puis les grandes discriminations raciales et genrées à l'intérieur de la boîte, et les mensonges dans leur communication aux actionnaires en 2007, avant l'effondrement de leurs actions. Pour récupérer les pertes de Natixis, l'État organisera une autre grande fusion qui achève la privatisation des caisses d'épargne définitivement, en donnant naissance à la BPCE. Une fusion rendue possible grâce à l'injection de 7 milliards d'euros et dont le premier PDG ne sera autre que François Pérolle, le secrétaire adjoint de l'Élysée qui avait organisé cette fusion. Par la suite et sous Hollande, le livret A se financiarisera définitivement. Et de cette façon, grâce à des hauts fonctionnaires totalement corrompus, on est passé d'un institut bancaire public qui valorisait l'épargne des gens à 3-4% et qui construisait des HLM à un conglomérat de banques privées totalement corrompues qui s'effondrent dans la première crise financière et qui crée plein de misère partout. Et évidemment, on rajoute par-dessus ça les fameux agios, les frais bancaires, les prêts toxiques, que du plaisir. Le truc, il s'est effondré à tel point qu'aujourd'hui, le livret A, il est en dessous du taux d'inflation. Ce qui veut dire que concrètement, tu perds du pognon en le mettant sur le livret A. Sachant qu'en plus de ça, l'énergie, le carburant, la bouffe, ça augmente encore plus que l'inflation. Donc c'est-à-dire que vraiment, tu perds du pognon avec ce truc-là. Et si on fait des petits calculs rapides, on se rend compte que cette perte d'argent représente 4 milliards d'euros par an pour les Français. 4 milliards d'euros, tu te rends compte? C'est quand même beaucoup plus qu'un streamer à Malte. Et cet argent-là, au lieu d'être investi dans les HLM, sans parler de la gestion des HLM, tout ça, mais vu que cet argent-là ne sert plus à construire des HLM, tu te retrouves avec plein de personnes qui sont menacées d'expulsion, qui sont dans la misère, qui comptent chaque euro, chaque centime d'euro pour acheter de la bouffe aux gamins. Et ce que je trouve incroyable, c'est que ce pognon-là, il va dans les circuits financiers, alors qu'avant, il était redistribué chez les pauvres, qui touchent notamment les APL, le RSA et tout ça. Alors peut-être qu'on peut faire la critique, ça peut être un peu subtil, mais en fait quand un pauvre, il prend des APL ou il prend du RSA, en fait il le dépense. Il le dépense direct à Leclerc, un machin, un truc, et même s'il achète une PS5 avec, il paiera toujours plus de TVA et d'impôts qu'un milliardaire qui planque son pognon. Donc ce qui veut dire que même le pire des pauvres est plus responsable et plus utile pour la société que le plus vertueux des riches. C'est un peu exagéré? Je ne sais pas. Derrière chaque privatisation, ce sont toujours les mêmes histoires. Des bureaucrates qui trahissent les intérêts nationaux pour refiler Alstom aux États-Unis, pour privatiser GDF ou EDF à leur propre compte pour un tel ou un tel. Donc le problème, c'est même plus, tu vois, les oligarques qui prennent des décisions au sommet de l'État et qui corrompent les élections. Ça, c'est trop bateau encore. Non, l'important, c'est tout le réseau des petits connards qui sont infiltrés dans toutes les institutions et qui détournent l'intérêt général pour un intérêt particulier, ce réseau un peu mafieux. Des gens qui s'en foutent plein les miches et qui sont jamais inquiétés. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, malgré leur crasse, gagnent des millions et des millions par an. T'as quelques contre-exemples à la con, genre Jérôme Cahuzac, mais
frontalement, Jérôme Cahuzac, c'est quelqu'un qui profitait du système, c'est pas forcément quelqu'un qui le mettait en place, tu vois. C'est juste un bouche-trou de François Hollande, comme tout son gouvernement, comme lui, enfin, tu vois. Mais globalement, personne n'est inquiété pour ce genre de choses. Encore une fois, je parle pas ceux qui profitent du système. Je parle de ceux qui organisent concrètement, techniquement ce système-là. Ce ne sont donc pas des agissements individuels, c'est toute une classe sociale qui a décidé de faire sécession avec l'État, avec la France et avec notre intérêt. T'imagines plein de cocaïnomanes qui aiment le pognon, mais qui aiment surtout le pouvoir, qui aiment surtout l'adrénaline et qui trahissent et qui vont toujours plus loin dans la trahison. Il est donc temps aujourd'hui de réécrire les règles du pouvoir pour punir sérieusement et réellement ceux qui pillent l'État aujourd'hui, les vrais voyous de la République, j'ai nommé la bourgeoisie. Bah oui, évidemment, c'est la bourgeoisie. Quack.